Alors, l'autre point d'actualité dont nous sommes partis, c'est le rapport de l'AIE qui est paru hier. Nous avons rappelé qu'il nous mettait en garde, c'est-à-dire qu'il ne croit du tout à l'AIE, qui sont l'objectif de la communauté internationale. Et l'autre question de laquelle nous sommes partis, Jean-Marc Jancovici, j'aimerais tout de suite votre avis, parce que vous ne partagez pas forcément le même que Pierre-Noël Giraud, sur réserve ou pas réserve, avons-nous trop ou pas assez de pétrole aujourd'hui? J'espère que mon voisin de droite n'est pas nerveux, n'a pas fait de la boxe dans une carrière précédente, parce que je vais dire le plus grand mal des projections de l'AIE. Enfin, je vais dire le plus grand mal de deux choses. La première, c'est des journalistes, et ensuite, c'est de l'AIE. Ah bah voilà, je vais commencer par les journalistes qui aiment bien résumer au futur simple des rapports bourrés de conditionnels qui font 300 pages. Ça, c'est dire du mal des journalistes. C'est pour moi, mais vous aurez votre tour. Et la deuxième chose que je vais y foncer avec tous les rapports de 300 pages. La deuxième chose dont je vais dire du mal, c'est de l'AIE, parce que quand vous regardez le World Energy Outlook, publié par l'AIE depuis 1995 au moins, 90 peut-être, je ne sais plus. Chaque année, oui. Et que vous regardez quelles ont été les projections qu'ils ont faites à cette époque-là sur la production et donc la consommation future de pétrole, vous ne retrouvez absolument pas ce que l'histoire a vraiment été. Donc, personnellement, je considère que prolonger les tendances passées, moi je sais faire aussi, on prend un tableau noir, on tire un trait, on prolonge le trait. Ça n'est pas un exercice qui, pour moi, permet de fonder un débat. Et en particulier, tant qu'on ne sait pas comment est-ce que le truc est élaboré, on ne sait pas comment le réfuter. Et pour ceux que j'en connais, parce que j'ai discuté avec un certain nombre de gens qui y ont travaillé, sur cette partie-là, l'AIE ne dispose pas en son sein de gens qui ont une capacité technique de réfutation de ce que sont les réserves, quels que soient les gisements fossiles, et donc elle fait une prolongation des tendances passées sur la consommation. Et ça, c'est un exercice qui a des limites assez fortes. Alors, c'est un exercice qui a le plus grand, qui a pour lui de plaire aux pays membres de l'OCDE, parce qu'on leur explique qu'ils ne vont pas souffrir de pénurie, mais à mon avis, c'est un exercice qui ne correspond, qui n'a pas de valeur pour fonder des politiques publiques. Oui. Vous souhaitez répondre, Didier Houssin, avant d'en venir à l'approche de Jean-Marc Jancovici sur cette question de la pénurie? Une réponse, c'est un point de vue affiché. Moi, je crois qu'il y a peut-être pour la salle une précision, c'est que le World Energy, comme on publie un autre exercice de modélisation à long terme qui s'appelle Energy Technology Perspective, qui est plus axé sur l'évolution des technologies propres. Et je crois que tous les gens qui font de la modélisation, effectivement, on travaille sur un modèle avec des hypothèses. L'objectif, c'est pas de la prévision, l'objectif, c'est d'écrire des scénarios pour attirer l'attention sur l'importance des décisions à prendre. Et je crois qu'il n'y a pas un scénario, il y a 3 scénarios dans le rapport de l'AIE. Un qui est business, qui est la prolongation des tendances actuelles, l'application des nouvelles politiques, dont on montre bien qu'il y a un effet positif en matière d'émissions de CO2, puisqu'on prévoit une croissance de la demande de près de 40% et une augmentation de 20% des émissions de CO2. Et on souligne qu'il y a un effort massif d'un côté en termes dans les politiques actuelles en termes d'efficacité énergétique et d'un autre côté en termes de décarbonisation, notamment de la production d'électricité grâce aux renouvelables, et un scénario qui est en lien avec ce que proposent les experts du GIEC, c'est-à-dire de limiter à 2 degrés le réchauffement climatique d'ici 2050 et qui supposerait un changement drastique des politiques énergétiques. Et je crois que c'est ça qui est important quand on fait des scénarios, c'est de montrer que où nous mènent les politiques actuelles, alors c'est une prolongation des tendances actuelles qui a notamment, je crois que tout exercice de modélisation qui a des difficultés à prévoir les ruptures. Alors on parlait du prix du pétrole, vous prenez l'oublier chaque année, c'est toujours une prolongation des tendances actuelles, alors même qu'on a connu des ruptures importantes et qu'on est peut-être en train d'en connaître une aujourd'hui. Et ça s'est produit depuis que le bouquin a été écrit, puisque quand le bouquin a été écrit, le brut était à $100 et aujourd'hui à 80. Et c'était il y a 3 mois. Tout à fait. Le prix de la vente, les fluctuations il faut être attentif aussi aux éléments de rupture. Je crois qu'il y a une vraie divergence. Donc ça, c'est juste une clarification, c'est pas une prévision. Quand on écrit des scénarios, c'est pas une prévision, on attire l'attention sur l'importance des politiques. Et la deuxième chose, c'est sur, je crois, l'aspect réserve, où il y a eu divergence entre, effectivement, un certain nombre sur la question des réserves et la question du peak oil, et effectivement, là-dessus, je crois qu'on ne partage pas la même vision que celle de Jean-Marc Jancovici. Pourquoi êtes-vous en désaccord, Jean-Marc Jancovici, avec ces propos? Pierre-Noël Giraud, ça ne vous surprend pas, vous connaissez bien, nous dit aussi que notre problème, ce n'est pas de manquer de pétrole, c'est d'en avoir trop.
Et c'est pas ce que vous dites. En tout cas, pas comme ça. C'est un débat. Alors, il y a plusieurs éléments en fait dans ce que je dis. La première chose que je dis, c'est que si on veut préserver le climat, on a trop de combustibles fossiles, mais si on s'intéresse à la croissance des pays de l'OCDE, on en a déjà plus assez. Donc, ça dépend de ce qu'on est en train de regarder. La deuxième chose, c'est que les combustibles fossiles sont fongibles dans une certaine mesure, c'est-à-dire que de passer du pétrole au charbon ou du pétrole au gaz modifie de manière très forte les investissements nécessaires pour continuer à avoir le même approvisionnement énergétique. Et donc, à un moment, vous butez sur une limite qui n'est pas une limite de ressources extractives, mais une limite de capitaux. Alors, je vais prendre un parallèle pour bien me faire comprendre. Si vous creusez 1 mètre cube de terre là, sous la salle où nous sommes, vous allez y trouver absolument tous les éléments du tableau de Mendeleïev. D'accord ? Tout y est. Simplement, l'essentiel de ces éléments seront présents à des concentrations telles que l'investissement énergétique et économique pour les récupérer est hors de portée. C'est exactement pareil avec les hydrocarbures, les diamants, whatever. Eh bien, votre fonction d'extraction, elle est nécessairement nulle à moins l'infini, nécessairement nulle à plus l'infini, et elle passe par un maximum entre les deux. Vous êtes obligé d'avoir un truc qui ressemble à ça. Ça, c'est des maths. C'est un théorème de maths. Donc, vous aurez un maximum à l'extraction, quelle que soit la ressource non renouvelable, ou plus exactement pour laquelle le stock est donné une fois pour toutes, qu'il s'agisse de l'or, de l'argent, de l'étain, du nickel, du cuivre, du cobalt, du chrome et du pétrole. Après, la question qui vient derrière, et qui est à mon avis la vraie question, c'est est-ce que ce pic, il est, compte tenu des ordres de grandeur connus, tellement loin dans le temps que c'est pas ça le sujet? Est-ce qu'il est tellement haut par rapport à la production actuelle que c'est pas ça le sujet? Alors, je vais vous donner un exemple, le calcaire. Le calcaire, il y a tel stock sur Terre, ou le silicium, il y a tel stock sur Terre que l'humanité mourra d'autre chose avant de manquer de silicium. Par contre, vous avez d'autres ressources sur lesquelles, et le pétrole en fait partie, sur lesquelles le niveau d'extraction actuel est dans l'ordre de grandeur de ce que vous donne une modélisation grossière. Je dis bien dans l'ordre de grandeur. Vous savez qu'à l'ordre de grandeur, plus ou moins 20%, ça ne change pas. Donc c'est dans l'ordre de grandeur de ce qu'une modélisation grossière donne sur le maximum de la production mondiale, qui en plus sera vraisemblablement une production asymétrique. Donc le bon débat pour moi, c'est pas de dire il n'y aura pas de pic, de même que personne ne dit j'arrêterai jamais de fumer, plus tard vous mourrez, vous arrêtez bien un jour. Bon. Ben là c'est pareil, il n'y aura pas de pic, c'est quelque chose qui viole les maths. La bonne question c'est quand, comment, quelles conséquences. Et encore une fois, si c'est tellement loin dans l'horizon de temps de l'humanité que c'est pas un sujet, on s'occupe d'autre chose. Si c'est pas tellement loin, on s'en occupe. Et mon avis c'est que c'est pas tellement loin. Ouais. Et par ailleurs, il faut savoir que pour l'Europe, ça a déjà commencé, puisque l'Europe est passée par son maximum d'approvisionnement pétrolier en 2006 et par son maximum d'approvisionnement gazier en 2005. Depuis, l'Europe a perdu 12% de son gaz et 16% de son pétrole. Et elle importe beaucoup, oui. Et c'est ça qui est directement à l'origine de la crise dans les pays de l'OCDE. Donc c'est pas juste une anecdote. On est déjà en train de manquer d'énergie dans les pays de l'OCDE. Oui. Et c'est directement ça qui fait les chômeurs aujourd'hui. Alors là, on est vraiment dans le thème. C'est donc une question encore controversée, apparemment, cette affaire des réserves et des pics pétroliers. Et puis la deuxième, et là, c'est vous qui venez de prononcer le terme de crise, nous on y arrive. Est-ce que cette crise de 2008 et même les précédentes est une crise de la finance ou une crise de l'énergie? Si on vous entend bien, c'est une crise de l'énergie. C'est une crise de l'énergie qui a commencé au moment des premiers chocs pétroliers. Au moment des premiers chocs, avant les chocs pétroliers, la production de pétrole augmentait d'à peu près 10% par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 10% par an, c'est absolument faramineux. Après les chocs pétroliers, si vous prenez la moyenne 1974-2005, vous tombez à moins de 1% par an. Donc en gros, vous perdez un ordre de grandeur sur le taux de croissance entre avant et après les chocs pétroliers. Et depuis 2005, c'est 0, pas grand-chose par an, c'est quasiment flat. Et en fait, on ne va pas se lancer aujourd'hui dans un grand débat sur la nomenclature, mais enfin, si on retire les liquides de gaz, c'est tout à fait flat. Donc, c'est pas une vue d'esprit, cette affaire-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1974 ? On a vu apparaître une économie dématérialisée, qui est l'économie financière. En fait, si vous regardez là aussi les gains d'efficacité énergétique dans le monde depuis les chocs pétroliers, dans les pays hors zone OCDE, ils sont quasi nuls. Donc, en d'autres termes, dans les pays qui sont toujours en phase d'expansion économique sur la base de l'industrie, il n'y a quasiment pas de gain d'efficacité énergétique. Donc, dans les vous savez, pour faire de la fonte, le rapport stoichiométrique entre le fer et c'est toujours le même. En ce qui concerne les pays hors zone OCDE, ils se sont mis à avoir des gains d'efficacité énergétique, à mon avis, essentiellement à cause d'un artifice comptable, qui est que le PIB n'est pas déflaté de l'inflation sur actifs. Alors, quand les mètres carrés valent plus cher, ça vous fait plus de PIB, même s'il n'y a pas plus de mètres carrés. Alors, Pierre-Noël Giraud a très envie de vous répondre sur tout ça. Pour Jean-Marc Jancovici, on le voit, la croissance est bien bridée par l'énergie, et on va le redévelopper encore. Je dis même qu'elle est artificielle.
artificiellement gonflé aujourd'hui par une convention comptable qui est qu'on déflate les biens courants et qu'on ne déflate pas les actifs. Pierre Malgiraud, sur tout cela. Là, nous sommes au cœur des accords. En 3 points. Premier point. N'hésitez pas à intervenir si vous avez un troisième avis, ou l'un ou l'autre. Je relayerai vos SMS. Premier point, pour avoir accès aux réserves qui sont en effet limitées, mais attention, limitées, comme l'a dit Jean-Marc Jancovici, en dessous d'un certain coût d'extraction, parce que les réserves dans l'absolu, ça ne veut rien dire. On ne va pas passer toute la terre à la lunette pour en presser la moindre goutte d'hydrocarbure. Hein. Bon. Les réserves, c'est un concept économique. Vous en voulez une preuve? En 1950, aux États-Unis, publication du rapport Palais, que personne ne connaît, qui dit « Attention, les États-Unis vont bientôt manquer le cuivre. Le cuivre va être de plus en plus cher. Il n'y a que 30 ans de réserves connues de cuivre par rapport à la production actuelle. Les réserves représentent 30 ans de la production actuelle, 1950. 1960, début 70, le rapport Meadows, beaucoup mieux connu, qui fait remarquer qu'il n'y a plus que 30 ans de réserves de cuivre. Aujourd'hui, regardez les statistiques de l'US Bureau of Mines, il y a 30 ans de réserves de cuivre. Entre 1950 et aujourd'hui, la production mondiale de cuivre a été multipliée par 6 ou 7, je crois. Bon. Mais je prends le pari que dans 30 ans, il y aura 30 ans de réserves de cuivre. Point. Pour une raison très simple, personne n'a intérêt, quand il y a 30 ans de réserve, d'aller en chercher. Parce que ça coûte de l'argent de faire apparaître des réserves. Et on n'a pas intérêt à dépenser de l'argent aujourd'hui pour des revenus dans 30 ans. Ni une firme n'a intérêt à le faire, ni un État. Il y a beaucoup mieux à faire de l'argent public que de connaître les réserves ultimes. Bon, ça c'est le premier point. L'idée que, nécessairement, pour trouver et pour exploiter d'autres réserves, le prix va augmenter parce que les investissements vont augmenter, ce que dit Jancovici, c'est que les investissements deviennent de plus en plus élevés. Donc, en économie, si les investissements sont plus élevés, eh bien, le prix va augmenter. Donc on est renvoyé à la question du prix et à la question du pic. Alors je traite d'abord en amont la question du pic. Les réserves à coût inférieur à un prix donné sont finies. Si le prix dépasse ce coût limite, on va faire autre chose que d'exploiter ces réserves. On va passer à autre chose, à un substitut, renouvelable par exemple. Bon. Évidemment, si elles sont finies, leur production va augmenter, passer par un pic et décroître. C'est évident. Il ne faut pas être génial pour établir la théorie du pic de production d'une ressource finie au sens où, en dessous d'un certain prix, on va faire autre chose. Mais toute la question est de savoir si ce pic se situe juste au milieu, c'est ce que dit le géologue qui a inventé la théorie, Marion King-Huber, ou si le pic peut être très près de la fin. Et ça va dépendre du prix. Bon. Donc bien sûr, il y a un pic, c'est une trivialité. Mais la vraie question, c'est quand est-ce qu'on l'atteindra? Et sachant que quand on l'atteindra, c'est que le substitut ne sera pas loin. On ne sera pas loin du prix du substitut. Bon. Enfin, un dernier point sur les prix. Avant-dernier point sur les prix, moi je prétends que le prix du pétrole à $120 le baril, le pétrole ne peut pas dépasser durablement $120 le baril. Pourquoi? Parce qu'à $120 le baril, vous faites des carburants pétroliers, des carburants avec du charbon et du gaz. Il y a des usines en Arabie, dans le Golfe qui produisent 200 000 barils par jour de carburant avec du gaz. Bon, alors vous me direz, oui, mais le gaz aussi va augmenter en prix. Mais non, le gaz, ça ne va pas augmenter. L'industrie du gaz est extrêmement compétitive. Avec les nouveaux gaz et les nouvelles techniques, on va avoir du gaz sur le marché pendant 30 ans. Et le charbon, c'est même pas ce qu'on a. C'est même pas ce qu'on a. Et c'est aussi une industrie très compétitive, donc ça évoluera. Le prix du charbon évoluera en fonction des coûts d'extraction. Regardez ce qui se passe en Australie, c'est impressionnant. Les progrès de productivité dans les mines de charbon, c'est plus germinal. C'est des robots maintenant. Des gigantesques robots qui enlèvent la terre. Mais est-ce qu'il peut y avoir une façon, c'est une question d'une façon propre d'extraire du charbon, justement, une façon respectueuse de l'environnement? On la trouvera un jour ou pas? Quand on sait à quel point la Chine compte sur son charbon. Non, dit Jean-Marc Jancovici, Didier Houssin ou Pierre Malgiraud. Je peux dire un mot quand même sur en Europe la croissance bridée par l'énergie, parce que alors là, vraiment... Mais pas répondu à ma question. Didier Houssin, vous dites quoi, oui ou non? Est-ce qu'on peut extraire proprement du charbon un jour? Puisque manifestement, on va continuer de le faire.
extraire, oui, on peut progresser, on peut surtout faire des centrales électriques au charbon qui sont beaucoup plus propres en termes d'émissions de polluants classiques. C'est des techniques dites de charbon propre qui sont beaucoup développées au Japon, par exemple, et qui fonctionnent, mais qui n'arrivent pas le problème du CO2. C'est ça qu'on appelle pas propre. Si on appelle pas propre, d'avoir des fumées où il y a moins de NOx et moins de SOX, ça c'est faisable. Et c'est même rentable parce que le charbon est bon marché, va être appelé à rester bon marché, peut-être de plus en plus bon marché, de meilleur en meilleur marché au fur et à mesure que les pays prendront des mesures contre le charbon, puisque les ressources sont là. La question c'est celle du CO2. Et pour la question du CO2, il y a une technologie qui est à l'étude qui est celle du stockage de carbone, la capture et le stockage de carbone, qui a peu progressé au cours des dernières années, qui reste trop cher aujourd'hui, et pour lesquels on estime à l'AIE qu'on ne fait pas assez d'efforts de R&D et de démonstration pour faire baisser les coûts. Parce que plus vous subventionnez, plus vous aidez une technologie, on l'a vu pour les renouvelables, plus vous avez des progrès, des baisses de coûts. On voit aujourd'hui l'éolien et le solaire devenir compétitifs dans pas mal de régions sans subvention, parce qu'il y a eu des efforts massifs de soutien pendant des années, des efforts de R&D, des dispositifs d'aide à l'investissement, etc., qu'on n'a pas fait pour le stockage de carbone. Donc c'est plus un problème de politique, là encore, et je crois, juste un mot sur la question du pic, la vraie contrainte, c'est celle du changement climatique. Si on prend au sérieux la question du changement climatique, là on est sûr que le problème viendra avant la question du pic des réserves de pétrole, si on intègre les pétroles non conventionnels, puisque le pic, comme je disais tout à l'heure, le pétrole conventionnel, on a atteint notre pic. Alors le pic, c'est un mauvais mot parce qu'on a l'impression que c'est un pic du tout, qu'après ça redescend. En fait, c'est un plateau, c'est-à-dire que la production s'arrête d'augmenter. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour le pétrole conventionnel. On a un plateau qui est lent et on a un développement de nouvelles ressources qui n'étaient pas connues avant, et des progrès technologiques, ce qui est quand même aussi très... Une chose qu'on a du mal à modéliser aussi, c'est l'impact du progrès technologique. C'est qu'on a des chutes de coûts qui sont extrêmement spectaculaires sur les pétroles et gaz non conventionnels quand on développe ces technologies. Alors Pierre de Giraud, pardon, sur la croissance, vous vouliez aussi répondre à Jean-Marc Jancovici, ce lien qu'il fait très directement. Alors, bon, moi je suis très perplexe, parce que, en fait, quel est le sens de la causalité? C'est-à-dire que est-ce que la consommation d'énergie en Europe, qui en effet a commencé de diminuer, en particulier l'énergie fossile, mais même d'électricité, est-ce qu'elle diminue parce que la croissance s'est ralentie et que le contenu énergétique de la croissance diminue? Parce que malgré tout, les automobiles, il y a 30 ans, elles avaient une consommation moyenne par 100 km qui était quand même bien supérieure à celle d'aujourd'hui. Bon. Et les logements sont mieux isolés, etc. Donc, est-ce que c'est la croissance qui engendre une consommation d'énergie plus faible? Moi, je pense, et Jean-Marc Jancovici pense qu'il y a une contrainte physique sur l'énergie qui bride la croissance. Bon. Mais moi, la question que je pose à Jean-Marc, qui est aussi un économiste, c'est, pour moi, quand il y a une contrainte physique, c'est qu'il y a une demande qui est supérieure à l'offre. L'offre est limitée. Normalement, le prix augmente dans ces cas-là. Bon. Donc, cette question de la pénurie physique, de l'effet de la pénurie physique sur la croissance, elle a une réponse simple. S'il y a une tension au niveau de l'offre, ça va se traduire par une hausse continue des prix. Voilà. Enfin, c'est un raisonnement de licence de sciences économiques, peut-être même de lycée, mais j'ai tendance à y croire. Alors évidemment, il y a des imperfections de marché, ça se fait pas tout de suite. Oui, mais les imperfections de marché ne durent pas 30 ans. Comme l'a dit Didier Houssin, quand il y a une rareté, les prix montent, et là il y a des investissements, même s'ils sont lourds. Parce que qu'est-ce que ça veut dire un investissement lourd? Le problème d'un investissement, c'est pas qu'il soit lourd ou léger. Le problème d'un investissement, c'est qu'il est rentable ou il l'est pas. Voilà. S'il est rentable, même lourd, vous voyez, il y a des milliards, des milliers de milliards de dollars de liquidités qui traînent dans la planète en se demandant, mais je vous en supplie, vite, un investissement rentable. Mais combien? Vous voulez 10 milliards de dollars? Mais les voilà. Bon. Donc, et l'investissement dans les carburants de synthèse, par exemple, qui existaient chez les Allemands, chez les nazis, parce que qu'est-ce qu'il y avait dans les tanks qui ont attaqué l'Union soviétique? Il y avait l'essence de charbon. On a coutume de considérer l'électricité comme une énergie secondaire. On peut faire de l'électricité avec plein de choses, mais on peut faire des carburants avec plein de choses aussi. C'est aussi une énergie secondaire, les carburants. Voilà. Donc, devant nous, en effet, on l'a dit, le pétrole conventionnel, il va faire de moins en moins de carburant avec le pétrole conventionnel. Et de plus en plus avec d'autres choses, y compris du gaz et du charbon. Bon. So what? On a fait ça pour l'électricité, ben, où est le problème? Et je ne pense pas que les prix vont monter, donc je dis, si les prix ne montent pas, c'est qu'il n'y a pas de rareté physique. Voilà.
Jean-Marc Jancovici, économiste aussi. Alors, moi j'aime beaucoup confronter les théories des manuels d'économie avec les faits. Simplement aujourd'hui j'ai été interdit de graphique et de série longue. C'est dommage parce que y en a un certain nombre qui valent leur pesant de cacahuètes. Il y en a une par exemple que j'aurais pu vous montrer. Il n'y a pas d'élasticité entre volume de pétrole et prix du pétrole. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de rapport entre le prix et le volume. Il n'y en a pas. Quand vous regardez le prix du pétrole et le volume de pétrole depuis 1965 grâce aux excellentes statistiques de BP, eh bien, vous vous rendez compte qu'il n'y a essentiellement que deux régimes. C'est très drôle. Vous n'avez que deux régimes en ce qui concerne le pétrole. Le prix reste stable et le volume fait n'importe quoi, ou le volume reste stable et le prix fait n'importe quoi. Voilà, vous avez deux régimes orthogonaux. Depuis 1965, c'est comme ça que ça marche. Pour aller m'expliquer que quand le prix augmente, le volume baisse et inversement, bah, c'est pas ça que vous voyez dans les statistiques. Donc c'est peut-être très bien comme théorie. Il faut faire un décalage de 3 ans. Hein. Non, c'est pas un décalage de 3 ans, il n'y a que deux régimes. Il peut y avoir, pendant 15 ans, on peut rester sur un volume stable et un prix qui fait n'importe quoi. Non, c'est pas 3 ans. Donc l'idée sympathique qui est s'il y en a moins, c'est plus cher et du coup non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc il y a pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure aussi sur le lien PIB-énergie. Là c'est pareil, les manuels d'économie sympathiques vous expliquent que le PIB vient du travail et du capital, donc la croissance vient de Mars. En gros, s'il y a plus de croissance, on va consommer plus d'énergie. Comme n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que l'activité productive des hommes? C'est transformer des ressources. D'accord? Attention, vous avez beaucoup d'étudiants dans la salle. Alors, oui, je vais vous dire, je vais vous apprendre en économie et malheureusement une approximation au premier ordre qui date d'il y a 2 siècles et donc qui est essentiellement fausse pour observer les phénomènes d'aujourd'hui. Voilà, comme ça. De temps en temps, il faut changer les approximations au premier ordre quand le monde change. Donc, qu'est-ce qu'on a fait il y a 2 siècles? On a dit il y a 2 facteurs limitants dans l'activité productive des hommes, c'est le capital accumulé par les hommes et les gens, et le nombre de paires de bras au travail. À l'époque, il n'y avait pas de charbon, il y avait un peu de bois, et ce qui manquait, on avait essentiellement une activité paysanne, hein, c'était ça l'essentiel de l'activité productive des hommes, et donc on était limité par le nombre de paires de bras. Aujourd'hui, qu'est-ce qui bosse? C'est pas les hommes, c'est les machines. La production d'acier d'une aciérie n'a rien à voir avec le nombre de gens qui bossent dans l'aciérie et tout à voir avec la puissance des engins installés dans l'aciérie. La production d'un camion n'a rien à voir avec la puissance de... Vous pouvez mettre 1 ou 10 conducteurs dans le camion il transporte toujours la même chose, à la même vitesse, pour aller du même endroit au même endroit. Donc ce qui produit aujourd'hui, c'est pas des hommes, c'est des machines. Les hommes, ils sont là pour appuyer sur des boutons et des manettes. Si vous allez voir un ouvrier dans une usine, aujourd'hui, il a des machines à commande numérique, donc il appuie sur des boutons et des manettes. Le conducteur de camion, il appuie sur des boutons et des manettes, ça s'appelle l'accélérateur et le volant, etc. On appuie sur des boutons et des manettes. Alors, ce que je vous dis est un peu grossier, mais globalement, il faut savoir que la puissance de l'ensemble des machines qui sont en train de travailler pour vous en ce moment même, là où je vous parle, les pompes, les cimenteries, les machines, etc., les tréfileuses, les étireuses, les lamineurs, les camions qui circulent, les trains, etc., c'est 500 fois la puissance de votre propre corps. Donc toutes les machines qui en ce moment même sont en train de vous faire vos chemises, vos lunettes, les chaises, les tables, etc., le beefsteak, tout ça, c'est 500 fois la puissance de votre propre corps. Qu'est-ce qui travaille dans cette histoire? Pas vous, les machines. Qu'est-ce qu'elles mangent, les machines? De l'énergie. Donc le flux d'énergie en volume, on se fout du prix, c'est pas un sujet de prix. Il n'y a strictement aucun, ça c'est pareil, si vous regardez PIB mondial versus prix de l'énergie dans le monde, il n'y a pas de lien. Il n'y a strictement aucun lien entre le prix de l'énergie et le PIB mondial. Il y a des liens sur la répartition de la rente, ça c'est absolument certain. Il n'y a pas de lien entre le prix de l'énergie et le PIB mondial. Ouais. Zéro. Donc là, il suffit aussi de montrer les stats. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est les machines, à cause de l'ère industrielle, qui ont remplacé les hommes. Les hommes, il y en a trop, il y a des chômeurs, du capital, il y en a trop, il y a des bulles spéculatives partout, et le truc qui est en train de manquer aujourd'hui, c'est l'énergie. C'est la raison pour laquelle, avec plein de gens qui aimeraient bien trouver un job et plein de capital, le PIB ne repart pas. Et quand il repart, c'est des bulles financières. Donc toujours plus d'énergie pour plus de production. Je voyais Didier Haussin hocher la tête et Pierre-Noël Giraud manifestement pas tout à fait sur cette ligne. Juste un exemple de lien entre des volumes de production d'énergie et les prix. Parce qu'évidemment, le raisonnement global n'a aucune importance, puisque je vous l'ai dit, toutes les énergies sont substituables entre elles. Bon. Quand il y avait, avec des investissements, on a réglé la question des investissements. S'ils sont rentables, ils sont faits. S'ils sont rentables, ça dépend des prix. Ça dépend des prix. Bon. Il y a 20 ans, il y avait, sauf en Afrique du Sud, pour raison d'embargo, pas d'usine de fabrication de carburant avec du charbon et du gaz, parce qu'avec un pétrole à $40 par baril, c'est pas rentable. Il est passé au-dessus de 100, les usines fleurissent partout et la production suit. Bon, alors en plus, on peut estimer qu'il n'y a aucune, comme on dit en termes de jargon économique, élasticité de l'offre au prix. Ben si.
À l'intérieur du système énergétique, il y en a, et c'est ça dont il s'agit. C'est ça dont il s'agit, parce qu'on a pas de problème de réserve. Les gisements en production en pétrole conventionnel déclinent de 5 à 8% par an. Il n'existe pas aujourd'hui des investissements qui soient à la hauteur de la compensation de ce déclin. Et je fiche mon billet à Pierre-Noël Giraud, car on meurt tous les deux, ils ne seront pas là. Voilà, je prends les paris pour tout le monde. Didier Houssin. Je crois que c'est pas complètement exact parce qu'il y a d'abord, avec la hausse des prix du pétrole, on a eu une augmentation des investissements en exploration et production considérable. On est de 700 milliards de dollars par an. C'est des montants énormes. Et le niveau de. Alors on disait quand le prix atteint $50, il n'y a plus de grande découverte de pétrole, de gisements pétroliers. Et maintenant que les investissements ont pris, on constate que le niveau des découvertes, alors, il n'est pas énorme, mais il s'est stabilisé à un niveau de l'ordre de 15 milliards de barils par an. Donc il y a quand même un lien entre le prix et les niveaux d'investissement, parce que les investissements des compagnies dépendent de leur cash flow et dépendent du prix du pétrole, et plus on investit, plus on peut renouveler la ressource. Moi je pense qu'il y a très peu d'élasticité immédiate, mais la question, quand les prix montent, on voit quand même qu'il y a des effets au bout de 3 ou 4 ans. C'est ce qu'on voit aujourd'hui quand même. Il y a quand même aujourd'hui une surproduction de pétrole par rapport à la demande. Alors par contre, moi j'aimerais bien renvoyer la question. D'abord, la situation dans l'OCDE, elle est très différenciée. La situation de l'Europe et la situation des États-Unis n'est pas la même. Et ce qui serait intéressant, c'est justement quelle est la part d'examiner. Et là, je me retourne vers les économistes là-dessus. C'est parce que c'est vrai que le premier choc pétrolier, on a dit, c'était complètement une crise énergétique. Et la crise de 2009, on a dit, c'est complètement une crise financière. Maintenant, on commence à se demander si, effectivement, la hausse. Moi, je pense pas que c'est un problème physique, mais il y a eu comme une très forte hausse des prix du pétrole juste avant la récession. Oui, c'est quand même une thèse qui commence à s'imposer. On a eu une année extraordinaire en 2008 où le prix est monté à plus de $140 en juillet et tombé à 30 en décembre. Après, l'OPEP a fait son boulot et le prix est monté à 100. Et dans quelle mesure ça n'a pas été un facteur de la récession? Et à l'inverse, est-ce que l'augmentation extraordinaire de la production d'hydrocarbures aux États-Unis n'est pas un des facteurs de la reprise économique aux États-Unis? Parce que ils ont une croissance quand même substantielle, le chômage est, je crois, en dessous de 6%, donc on a une situation qui par rapport à l'Europe n'a rien à voir. Les États-Unis, on le rappelle, il y a des tas de facteurs, il y a le dynamisme de l'économie américaine, il y a beaucoup plus de flexibilité, etc. Mais il y a aussi quand même parce qu'on parle beaucoup du gaz de schiste sous l'aspect environnemental, mais il faut voir que toutes les industries fortement consommatrices d'énergie, comme notamment la chimie, tous les investissements se font maintenant aux États-Unis. Même les pays du Golfe investissent aux États-Unis, et ce qui est dramatique pour la chimie européenne. Donc sur les conséquences en termes d'emploi de la révolution des gaz de schiste sur l'emploi industriel, ils vont être dramatiques pour l'Europe. C'est vrai pour la chimie, c'est vrai pour le raffinage, et c'est vrai pour beaucoup de gros secteurs consommateurs. Donc il y a bien un impact bénéfique de la relance de la production, enfin surtout de prix très bas du gaz aux États-Unis sur l'activité économique. Oui, ce qui rend très sensible à ce sujet, comme celui qu'on traite là cet après-midi, c'est effectivement que les effets géopolitiques sont également très importants. Hein. Donc, il est vrai que le marché américain est devenu autonome maintenant, c'est un marché qui s'est fermé. Donc, quant à l'Europe, elle doit... Non, pour la production de pétrole. Ils n'ont plus besoin d'importer de pétrole. Ouais. Est-ce qu'ils le font encore? Ils importent 40%. Beaucoup moins qu'avant. Ils en importaient la moitié, maintenant ils en importent 35-40. Mais enfin, ils vont... Non, mais très vite, ils vont arriver à l'autonomie. Non, c'est pas ce qu'ils prévoient de faire. L'avenir le dira. Bon, l'avenir dira là encore. Alors avançons encore un peu vers ce que l'on nomme la transition énergétique. Vous avez beaucoup parlé d'investissement. Quels sont là les obstacles à un investissement vers une transition énergétique? Et je vais prononcer le terme de croissance verte, puisque nous sommes dans la question de la croissance bridée par le manque d'énergie ou pas. Est-ce que la croissance verte, telle que vous l'entendez les uns et les autres, a encore un sens? Est-ce qu'on peut la défendre? Est-ce qu'elle peut permettre, comme beaucoup l'avancent, de créer beaucoup d'emplois? Ou à l'inverse, parce que certains le disent, d'en supprimer énormément? Quelles sont vos positions aux uns et aux autres? Pierre-Noël Giraud, qui a déjà parlé d'inégalité, parce que là on est au niveau mondial. J'ai un peu abordé la question. Je pense que si on appelle croissance verte une croissance qui va satisfaire la contrainte du changement climatique, hein, il en faut une. C'est pas une option, c'est une nécessité. Bon. Deuxièmement, on a le problème du chômage en Europe. Alors, dès qu'on a un plan de croissance verte, on se demande est-ce que ça va créer des emplois ou pas. Mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Même si ça en détruisait, il faudrait le faire.
Et par ailleurs, il faudrait traiter du problème de l'emploi, puisque nous avons un sérieux problème d'emploi. Bon. Donc, laissons de côté la question de croissance verte et emploi. C'est un problème très européen, très le nez sur le guidon. Bon. Vous voulez dire on renonce à la croissance verte parce qu'on perdrait les emplois, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. On a un problème d'emploi, il faut essayer de comprendre pourquoi et y remédier. Et par ailleurs, on doit faire une croissance verte. Donc, il faut séparer les questions. C'est le mythe ici du double dividende. Et les gens qui sont, comme moi, absolument convaincus qu'il faut faire une croissance verte et lutter contre l'effet de serre, certains d'entre eux essayent de vendre ça en disant, attendez, il y a un double dividende. Par ailleurs, ça crée des emplois. Par ailleurs, ça va, ceci, cela. Donc c'est bon, il faut y aller, il y a un double dividende. Mais non. La vérité, c'est qu'il faut consommer moins de ce qui émet du carbone. Ou il faut que ce qui émet du carbone en émette moins, donc quelque part, il faut plus de capital, plus de connaissances, donc ça nous coûtera plus cher. Bon. Donc il nous faut moins de la consommation ancienne, parce qu'elle n'est pas soutenable, et plus d'autre chose, qui va être des biens environnementaux, qui sont souvent des biens publics. Donc la question est bien, qui va consommer moins des biens traditionnels? C'est ça la question. Qui? Et c'est une question très concrète. Vous, etc. Et je ne répète pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais pour le faire, il faut modifier les prix relatifs, donc ça a des effets de répartition, et si on n'insère pas ça dans une vaste réforme fiscale, où on se décide enfin à taxer ce qui est rare, et à détaxer ce qui est abondant, comme le travail, eh bien, on n'y arrivera pas, parce que ça, on va bloquer. Il faut avoir une vue d'ensemble, il faut insérer la croissance verte dans un ensemble, il faut que les prix augmentent de ce qui contient du carbone, et il ne faut pas que ça touche les plus pauvres, donc il faut insérer ça dans une espèce de réforme d'ensemble qui ne touche pas qu'à l'environnement, qui, on le voit bien, touche à tout le reste, y compris au chômage. Voilà, mais la question n'est-elle pas aussi sur la question du long terme, parce que tout ça va prendre beaucoup de temps, et on sait que les politiques sont par définition pressés d'obtenir des résultats, parce que leurs citoyens leur demandent tout simplement. Donc est-ce que c'est un obstacle éventuellement à une croissance verte? Je sais pas, Didier Houssin. Oui, moi je suis assez d'accord avec Pierre-Marc sur le fait qu'il y a un impératif, c'est le changement climatique. Il y a d'autres impératifs, c'est aussi la sécurité énergétique. Quand on voit les crises géopolitiques au Moyen-Orient, il y a le lien aussi entre l'énergie et les crises géopolitiques. C'est d'autres raisons de regarder ça d'assez près. Il y a quand même une question, il y a un gros obstacle aussi, c'est qu'on est dans une économie mondialisée pour laquelle les impératifs des différents pays sont complètement différents. C'est-à-dire que l'impératif de décarbonisation, il vient après celui de l'accès à l'énergie et du développement pour les pays en développement. Et c'est là que la croissance de la demande se fait. C'est toute la difficulté de la négociation climatique, c'est le partage du fardeau. Et l'Europe diminuer ses émissions de carbone, on représente de l'ordre de 10% des émissions mondiales de carbone, donc ça changera pas grand-chose à l'avenir du changement climatique. C'est quand même une grosse difficulté. Mais je suis assez d'accord aussi sur la question de l'emploi. Je crois qu'on peut dire qu'il n'y a pas que des aspects. Dans une économie mondialisée, il y a quand même éventuellement des conséquences négatives sur l'emploi. Il y a aussi des conséquences positives, que ce soit l'efficacité énergétique, toutes les mesures en matière d'isolation, etc. Et le développement des énergies renouvelables sont assez créateurs d'emplois. Mais on est en général, nous, assez prudents parce que l'impact global de la transition énergétique sur l'emploi, il faut vraiment le calculer par rapport à une économie mondialisée où il y a des aspects de compétitivité. Par exemple, aujourd'hui, le grand problème de la compétitivité européenne, c'est que le coût de l'énergie est trop élevé, notamment par rapport aux États-Unis, pas par rapport aux pays producteurs, par rapport aux États-Unis d'abord. Donc il y a une perte de compétitivité de l'industrie européenne qui est très importante de ce point de vue-là. Alors, vous disiez, c'est un sujet long terme. Par exemple, dans les tendances actuelles, c'est que les énergies fossiles, qui représentent 80% du bilan mondial, vont passer avec les tendances actuelles, avec un investissement mondial massif sur le renouvelable à 75%. Ouais. C'est ce qui est assez dérisoire, ce qui donne l'importance de la transformation qui est nécessaire et le fait que ça prendra du temps. Oui, et pourtant vous dites que la consommation d'électricité, qu'il va y avoir quand même des changements, c'est-à-dire qu'on va avoir moins besoin de pétrole, moins besoin d'électricité du fait des renouvelables, mais ce qui peut poser aussi d'autres types de contraintes dans une situation plus globale. Je veux dire, il y a des coûts assez importants sur les non renouvelables, par exemple. Il faut le temps de les mettre en place, non ?
Il y a des coûts sur de toute façon, dans l'électricité, il y a des besoins d'investissement massifs pour l'accès à l'énergie dans les pays émergents et le renouvellement du parc électrique en Europe. C'est un problème majeur, notamment pour l'Europe, parce que on a fait un chapitre particulier sur le nucléaire dans l'étude qui a été publiée hier, où on indique que plus de la moitié, pratiquement la moitié des centrales nucléaires dans le monde seront en fin de vie d'ici 2040, qui est l'horizon de notre étude. Donc les choix qui seront faits, par exemple sur le remplacement du nucléaire, par les pays où sont nucléaires, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis et le Japon essentiellement, auront un impact considérable. Et de toute façon, il y aura des besoins d'investissement majeurs. Mais les choix qui seront faits, soit vers les énergies décarbonées, soit vers les énergies fossiles, auront un impact énorme. Oui, Jean Jancovici sur l'éventualité d'une croissance verte. D'abord, comment entendez-vous le mot de croissance verte? Et puis on n'avait pas prononcé encore le terme de nucléaire, c'est vrai que... La croissance verte est un terme sympathique employé par les politiques qui n'ont pas envie de se casser la nénette et par des journalistes qui n'ont pas envie de se casser la nénette non plus. Voilà, c'est essentiellement ça, la croissance verte. Et par certains économistes, alors, dit Pierre-Noël Giraud. Ouais, qui n'ont pas envie de se casser la nénette non plus. Croissance de quoi? Vert, c'est quoi? Donc voilà, chacun va penser que vert, c'est ce qu'il a envie de voir vert. Moi, je peux appeler ça de la croissance rose. Ça n'a rien à faire. La question, c'est est-ce que vous allez avoir de la croissance économique au sens du PIB avec une meilleure préservation de l'environnement? La réponse est c'est pas gagné d'avance. Excusez-moi, mais dans ce que vous venez de dire comme phrase, parce que c'est à peu près comme ça que je définirais la croissance verte. Oui, ben à ce moment, je vais vous dire c'est pas gagné d'avance. D'accord, mais ça a quand même un sens. C'est une définition que, même des journalistes qui se cassent pas la nénette peuvent arriver à vous rendre. Non, parce que en gros, dans le monde dans lequel nous vivons, vous n'avez pas de processus pur, c'est-à-dire vous n'avez pas de trucs qui sont totalement propres, de trucs qui sont totalement sales. Chaque processus physico-chimique a ses propres avantages et ses propres inconvénients, et souvent choisir, c'est hiérarchiser des nuisances, considérer que dans tel cas d'espèce, telle nuisance est préférable à telle autre, parce que le bilan coût-bénéfice, pas au sens économique, mais au sens global, est plus intéressant pour une idée A qu'une idée B. Donc gérer, c'est hiérarchiser. Et en général, comme le concept de croissance verte, c'est un concept dans lequel j'ai tout ce qui m'intéresse et aucun emmerdement. Ce qui, à mon avis, là pour le coup, est une chimère. Donc, je reviens à la croissance. C'est quoi la croissance? C'est la croissance du PIB. Que mesure le PIB? Le PIB mesure la fiche de paye de l'humanité quand on transforme les ressources. C'est ça que ça mesure. Hein. La production économique, tout ce que vous avez autour de vous, là dans cette salle, c'est des ressources naturelles transformées par l'attractivité. Tout, absolument tout, compris ça, etc. Qu'est-ce qu'on compte quand on compte la valeur du produit? On compte combien les hommes ont été payés pour prendre les ressources qui sont disponibles gratuitement dans la nature et en faire autre chose. C'est ça qu'on compte. Est-ce qu'on peut indéfiniment, et en plus on a des tas de savants processus dans le calcul du PIB, pour surtout déflater tout, c'est-à-dire que si le PIB de la production de chaises augmente, c'est vraiment que le nombre de chaises produites a augmenté et pas que les chaises valent plus cher. On prend grand soin justement de faire en sorte que ça mesure bien des volumes. Est-ce que vous pouvez indéfiniment produire de plus en plus de chaises sans rien toucher à l'environnement? La réponse est non. Vous avez besoin de prélever de plus en plus d'acier, de plus en plus de plastique, de plus en plus de peau de buffle, si c'est pas bon. Bref. Voilà. Donc est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui est de la croissance au sens physique sans avoir une perturbation environnementale en face qui croisse également? La réponse est non. Alors, vous allez me dire, on peut avoir de la croissance dématérialisée. Enfin, trouvez-moi beaucoup de gens qui sont d'accord pour remplacer leur appartement de 40 mètres carrés par des biens culturels ou des visites au musée. Ils veulent bien avoir ça en plus. C'est-à-dire, une fois qu'on a les 40 mètres carrés par personne, on veut bien en plus aller au musée. Mais remplacer 40 mètres carrés par des logiciels et des biens culturels et je sais pas quoi, la société de l'information, ouais, d'accord, enfin, faut voir. Hein. Tous ceux d'entre vous qui connaissent un jeune qui cherche un logement, pas sûr qu'il accepte de dormir sous les ponts avec la société de l'information. Donc, l'idée de la croissance verte, quand on commence à regarder ce qu'on mesure exactement, est-ce qu'il doit croître, moi je vous dis, ouais, enfin, c'est très sympathique. Après, l'autre truc que vous regardez, c'est quand vous mesurez le PIB, encore une fois, et la consommation d'énergie, un petit truc très simple qui peut être fait, je suis sûr que l'AIE l'a fait, c'est de regarder l'évolution comparée du PIB en dollars constants et de la consommation d'énergie sur les 50 dernières années, c'est-à-dire depuis qu'on a à peu près des statistiques, et ben la dématérialisation, walou, hein, vous allez encore l'attendre longtemps. Donc la croissance verte demain matin, j'y crois pas une seconde. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on va avoir de la décroissance qu'on doit rendre verte.
Et ça va être autre chose comme défi intellectuel que ce qu'on a l'habitude de gérer. Croissance, c'est facile, vous comprenez. Je ne sais plus quel patron d'entreprise du CAC 40 disait en période de croissance, il n'y a pas de mauvais manager. Bah, évidemment, quand vous devez distribuer les sucettes, c'est difficile d'être impopulaire. Quand vous devez commencer à gérer une situation contrainte, d'abord c'est là que vous reconnaissez les bons. Et ensuite, c'est là que vous avez besoin de vraiment vous creuser la cervelle, parce que c'est là que les choix deviennent particulièrement cruciaux. Et à mon avis, on y est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans le sujet où on va avoir pas de croissance, mais où ça doit devenir vert, parce que si c'est pas vert, on aura non pas de croissance, mais 2 fois pas de croissance. C'est-à-dire qu'en plus, on aura une perte accélérée de tous ces biens environnementaux qui font que la Terre est plus sympathique que la comète de je sais pas quoi où la sonde vient de se poser. Voilà. C'est très optimiste tout ça. Avez-vous des réactions, des commentaires? Alors, je suis désolée, il faut nous les envoyer par SMS. Je vois une main se lever. C'est la pratique que je n'impose pas du tout. Hein. C'est ce qu'on m'a dit, mais pour l'instant, je n'envoie pas des SMS. N'hésitez pas à me les envoyer. Il y en a une partie ou pas? Bah, alors c'est que ça ne marche pas. Je suis désolée, je n'en vois pas seul, moi. Et si on mettait un micro dans la salle, non, ce serait peut-être plus simple. Je vois beaucoup de mains se lever, je sais pas, je regarde du côté de la régie, là, moi je ne reçois pas de SMS pour l'instant. Est-ce qu'on peut nous enseigner, s'il vous plaît, soit venir voir si mon truc marche là, ou passer des micros dans la salle? Ça ne fonctionne pas au-delà d'un certain niveau. Il faut renforcer la flexibilité des systèmes en ayant la possibilité d'utiliser de l'électricité à partir du gaz ou du charbon en support. Il faut renforcer les réseaux, et plus on a un marché large au niveau européen, par exemple, plus la sécurité de l'approvisionnement est assurée. Il y a aussi une question de la réponse de la demande. Je pense qu'il y a un domaine dans lequel on pourrait voir des transformations très importantes dans les années qui viennent, c'est d'utiliser Internet, d'utiliser la maîtrise de la demande de façon beaucoup plus active dans le domaine de la consommation d'électricité pour pouvoir avoir des signaux prix qui fassent que la demande s'adapte beaucoup mieux à la production d'électricité. Et parvenir à plus d'efficacité. Vous hochez la tête, Jean-Marc. Je suis perplexe quant au fait que le train qui m'a amené ici tout à l'heure, il n'avance que s'il y a du vent. Je vais vous donner une analyse de ce qui s'est passé en Allemagne. L'Allemagne a fait une transition. Elle n'a rien à voir avec les combustibles fossiles, absolument rien. Quand vous regardez les trajectoires comparées de consommation de pétrole, gaz, charbon en Allemagne, entre avant et après leur énergie 22, vous ne voyez aucune inflexion. Aucune. Quand vous voyez l'évolution comparée de la France et de l'Allemagne en termes de pétrole, depuis 45 ans, je mets au défi qui que ce soit, si j'enlève l'échelle de temps, de me dire quand a débuté la transition allemande. C'est impossible à dire. Ce qui s'est passé en Allemagne, c'est qu'ils ont remplacé pour